attention pour le micro, il y a celui-là qui est... Et celui-là, il ne faut pas y toucher. Hein? Oui, celui-là, le pied un peu branlant. Je vais montrer. Ok? Donc, tout le monde est prêt? Pierre, t'es prêt? Les feuilles, tu les gardes comme ça, là? Allez, Thomas, tu ranges ça, là. Hop. Et à la fin, on fait quoi? Et quand je dis au revoir, il y a un tête blanc. Ben, on va applaudir. Applaudissements. Applaudissements, et toi, hein? Et tapis qui démarre. Tout doucement. Ok? Dac. Dac. Allez, 20 secondes. Ah oui, 10 secondes. Cinq secondes. Max Radio en direct de Tokyo. Les sakuras n'ont pas encore fleuri. Nous sommes en début d'après-midi. Tous les ados sont au métro. Kimono, yukata et manga. Pays de l'homme au pays du soleil levant. Ici Tokyo, à Brie Studio. Konnichiwa, Hajime Machite. Bienvenue dans notre émission spéciale en direct du Japon. Nous sommes à l'Institut français de Tokyo. Je m'appelle Nolwenn et je serai votre animatrice durant cette heure. Avec moi sur le plateau, Corentin. Bonjour, je suis Corentin. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager une heure de découverte du Japon, où nous sommes depuis une semaine. Nous avons parcouru 12 000 km pour arriver jusqu'ici. Nous sommes partis de la France le lundi 15 février et nous repartons malheureusement demain. Un groupe d'élèves a fait une escale à Amsterdam et l'autre est passé par Istanbul. Nous sommes arrivés fatigués mais heureux. Nous avons passé une semaine merveilleuse entre Tokyo et Hiroshima. Brouillard, livre et neige, allumons la cheminée pour nous réchauffer. Ce magnifique haïku que vous venez d'entendre a été réalisé par des résidents de la Fondation John Boss de la Force. Nous les remercions pour leur travail qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Pour démarrer ce programme, je vous propose de découvrir le sommaire de cette émission très spéciale. Le premier sujet que nous vous proposerons concernera la députée de Bergerac, Brigitte Alain, qui est venue nous rendre visite pour nous parler de sa fonction. Ensuite, nous écouterons une interview de Valérie Lafare, directrice de l'ADFA d'Ordogne, qui est notre sponsor principal dans notre projet Japon. Suivra la présentation du domaine Grange-Neuve, qui est un domaine viticole de Montbazillac. Le sujet suivant réjouira Corentin, notre judoka, puisqu'il traitera les arts martiaux au Japon. Il a été réalisé auprès de notre parrain Morgane Mori, que nous saluons chaleureusement. Morgane Mori, mon idole. Reprenons notre sérieux pour parler ensuite des mangas, qui sont les bandes dessinées japonaises dont les ados sont fervents. Nous entrerons ensuite dans la partie japonaise de notre émission. 2 élèves ont réalisé pour vous un sujet concernant les temples bouddhistes et shintoïstes que l'on trouve un peu partout au Japon. S'en suivra le moment de ma chronique préférée, la chronique de Nono. Durant cette semaine, nous avons rencontré Pandaman, un youtubeur vivant à Tokyo depuis 4 mois qui nous a accordé un peu de son temps libre. Le Japon est un pays incroyable. Nous avons eu la chance cette semaine de nous promener dans un endroit unique au monde, le quartier de Akihabara, autrement appelé Electronic Town. Je suis heureuse de vous annoncer ensuite que viendra le temps de la blague à coco qui vous fera dire « ou pas ». Sujet plus solennel. Nous parlerons ensuite d'un événement qui a marqué l'histoire puisque dans la nuit du vendredi 20 février, nous avons traversé le pays tout entier dans un bus couchette pour nous rendre à Hiroshima. Enfin, pour finir l'émission, nous vous parlerons d'un éco-bar qu'Océane et Angèle ont visité pour vous. Pour savoir ce qu'est le feu, il faut s'y brûler. De même l'amour. Nous accueillons maintenant avec joie Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Corentin, bonjour Nolwenn. Thomas, pourquoi es-tu présent dans notre émission aujourd'hui? Je suis ici pour vous parler de la fonction de député français. Brigitte Alain est venue nous rencontrer en classe un lundi matin en décembre. Le lundi 17 décembre 2015, nous avons interviewé Brigitte Alain, députée de la circonscription de Bergerac. La classe de 3e D l'a reçue en salle de technologie durant 1 heure. Elle nous a parlé de sa fonction de députée et de son métier d'agricultrice. Madame Alain représente une partie des citoyens de la Dordogne à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est une des 2 chambres du Parlement
qui vote les lois avec le Sénat. Elle se trouve à Paris, au Palais Bourbon. Brigitte Alain est une personne très occupée. Elle reçoit des associations, des professionnels, des particuliers à sa permanence qui se trouve à Bergerac. Lors de ces rencontres, ils expriment des demandes et évoquent des projets afin qu'elle rapporte à l'Assemblée nationale ou qu'elle intervienne en leur faveur. En soirée, elle participe à des réunions publiques aux 4 coins de sa circonscription. Durant ces réunions, elle échange avec des citoyens et sur leurs besoins et sur leurs préoccupations. Le mardi soir, elle prend le TGV en direction de Paris. Le mercredi matin, elle rejoint une des 8 commissions de travail parlementaires. Brigitte Alain fait partie d'une commission économique. Le mercredi après-midi, elle siège dans l'hémicycle avec les 577 autres députés français. Les députés sont élus au suffrage universel direct, c'est-à-dire par l'ensemble des Français pour 5 ans. Ils votent des lois et sont garants de la République et de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Malgré sa haute fonction, Brigitte Alain a su s'adresser à des adolescents et les intéresser à l'organisation de notre République, et de la République et de la France. Merci Thomas pour ce sujet. Ah, merci Naloël et Corentin. Maintenant, écoutons un sujet réalisé par Alexis et Adrien sur l'agriculture en Dordogne. Ils ont questionné Valérie Lafargue, la directrice de l'ADFA, qui est notre principal sponsor pour ce projet. L'ADFA est une association de promotion de la formation et de l'emploi agricole. Bonjour, je suis Valérie Lafargue, responsable de l'ADFA. C'est une association à la promotion des métiers d'agriculture. Alors, l'agriculture en Dordogne est très variée, il y a énormément de production, il y a énormément de cultures. On ne fait pas trop de monoculture. En général, sur les exploitations, on a diverses choses et diverses productions. Ça va de l'élevage à la vigne, l'élevage des volailles, des moutons, des vaches, des fruits, des légumes, de l'arboriculture. Alors l'agriculture, est-ce que c'est un secteur dynamique? C'est un secteur qui est vivant. On travaille avec du vivant, donc on a besoin de l'agriculture en Dordogne, puisque c'est ça qui permet de nourrir les gens, l'humain. Par contre, c'est vrai que malheureusement, le secteur, il ne fait pas rêver. Donc on a du mal à trouver des gens qui veulent venir travailler dans l'agriculture. Et le nombre d'exploitants agricoles diminue chaque année, malheureusement. Ouais, en Dordogne, on a la truffe, c'est quand même une production un petit peu atypique. C'était Alexis qui a réalisé ce sujet. Nous savons qu'il nous écoute en ce moment, nous le saluons vigoureusement et nous lui annonçons que nous lui avons ramené quelques petites surprises. Et n'oublions pas de remercier les personnes grâce à qui nous sommes ici, c'est-à-dire Valérie Lafargue et ses collègues de l'ADFA. Arigato gozaimasu. Pour continuer dans le thème de l'agriculture en Dordogne, nous recevons maintenant Antoine qui a réalisé une interview de M. Anthony Castin. C'est le chef d'exploitation du domaine Grangeneuve situé à Comport et qui produit principalement du vin d'appellation Montbazillac. Bonjour Antoine. Bonjour Corentin, bonjour Noël. Alors bon, je suis Anthony Castin, donc je suis vigneron au domaine de Grangeneuve à Comport. Alors en fait, en permanence à l'année, on est 11 sur l'exploitation. Par contre, sur les saisons, 3 minutes, vraiment, l'été, on peut monter beaucoup plus, ça peut jusqu'à 20 ou moi je suis dans les vendanges, notamment Manuel et Montbazillac, où on monte jusqu'à 40 personnes. Alors, j'exporte 15% de ma production à l'international. Alors, il y a l'international proche, la communauté européenne, notamment l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique. Après, il y a les grands exports, donc les États-Unis, le Brésil et un petit peu l'Asie. Alors, je produis un peu plus de 3000 hectolitres de vin par an. Alors, l'exploitation est très très vieille, elle existait avant même que ma famille avait acheté, mais ma famille en a pris possession en 1896. Donc, tu vois, c'est plus d'un siècle. En fait, on utilise de plus en plus d'outils où il y a l'électronique. On utilise aussi maintenant beaucoup l'imagerie aérienne, notamment pour regarder la vitalité des pieds de vigne, voir comment se développe le vignoble, la maturité. On utilise aujourd'hui des outils d'analyse qui sont très pointus. Donc la technologie, c'est jour après jour qu'on utilise et de plus en plus.
Alors, mais le Montbazillac, effectivement, c'est ma production principale, donc c'est un des vins emblématiques du Bergeracois, avec notamment le Pécharmant. Donc, il fait partie des 5 plus vieilles appellations d'origine contrôlée de France. D'ailleurs, cette année, on fêtait 80 ans, puisque ça date de 1936. Donc, c'est un vin blanc liquoreux, donc très sucré, reconnu pour ça, donc qui est fait à partir des cépages Sémillon, Sauvignon et Muscadelle. On le sert souvent à l'apéritif ou dans la région beaucoup en accompagnement du foie gras, mais il peut aussi se servir sur certains plats, des poulets en sauce, certains fromages à pâte persillée ou les desserts aussi. Je pense il peut être au goût des Asiatiques, même si eux-mêmes, je pense, n'ont pas l'habitude de manger sucré, ils mangent beaucoup moins sucré que nous, plus salé que sucré. Néanmoins, je pense qu'ils apprécient le Montbazillac comme une sucrerie, comme nous on apprécie un bonbon. Et c'est vrai que c'est un nouveau goût qu'ils découvrent. Le vin fait partie pour eux de l'image qu'ils ont de la France. Donc tout ce qui se rapproche à la France, en fait, les Asiatiques aiment beaucoup. Et donc forcément, le vin fait partie, le Montbazillac en fait partie. C'était très intéressant. On en sait un peu plus maintenant sur le vin. Au fait, Antoine, tu l'as goûté le vin? Malheureusement non. Nous avons pu toutefois goûter leur magnifique jus de raisin fabriqué à partir de sémillon. Kanpai! Kanpai. Merci Antoine pour ta venue. Profite bien de tes dernières heures au Japon. Merci, sayonara. 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 Max Radio Online Tokyo. C'est Sakura en campement. Nous sommes en début d'après-midi. Umidado Kimono, Yukata, Emega, pays de l'homme, pays du soleil levant, ici Tokyo, à vous les studios. Notre paramédia de cette année est le célèbre journaliste sportif de RMC Sport, Morgan Mori. C'est également, à ce que l'on nous a dit, un judoka émérite. C'est à moi d'en parler. Moi aussi je suis judoka, mais pas journaliste sportif. Il y a quelques mois, je l'ai interviewé en visioconférence depuis le collège. Je vous propose d'écouter ce qu'il a à dire à propos des arts martiaux au Japon. En France, il y a environ 100 000 licenciés pour une population de 65 millions d'habitants. Cependant, la pratique est totalement différente. Puisqu'au Japon, il y a des clubs pour les enfants, et ensuite vous pratiquez dans votre école, dans votre collège, dans votre lycée. Pour les Japonais, c'est une importance très forte, parce que c'est un sport traditionnel, un sport historique. Mais c'est historique, déjà, c'est eux qui ont inventé ce sport, qui ont inventé beaucoup d'arts martiaux, ce qu'on appelle les budo, le judo, le sumo et un autre art martial. Alors, ce sont les Japonais qui ont introduit le judo en France, donc nous essayons de faire commun cette mode d'apprentissage. Au Japon, quand vous êtes dans votre club, quand vous commencez très jeune l'entraînement, on n'est pas forcément sur du ludique comme on l'est en France, où le véritable judo, les répétitions techniques, où on peut, entre guillemets, s'ennuyer. On commence plus tard, vers 10 ans. Tout de suite, dès qu'on est jeune au Japon, on met l'accent sur la technique, la répétition technique, ce qui peut être ennuyant quand on a 6 ou 7 ans, c'est fastidieux. Mais voilà, la base du judo, c'est tout un chapelet de techniques, de prises, que ce soit debout ou au sol. Il faut savoir les faire. Au Japon, on met l'accent sur ça. Depuis quelques années, on s'est rendu compte au Japon qu'on avait peut-être oublié le côté plaisir dans la pratique. Donc on s'est inspiré, c'est notamment en France, on commence à produire des jeux, des ateliers, pour que les enfants ne soient pas tout de suite dans un tunnel technique, puis compétition. Voilà. Le judo, ça reste un jeu, et ça doit l'être dès le début. Dès qu'il y a toujours cette base technique qui est très forte, mais on commence à y mettre, quand on est jeune, des jeux, des ateliers, pour rendre tout ça ludique. Ensuite, quand on est plus vieux, quand on est dans le tunnel compétition, c'est un entraînement extrêmement rigoureux, extrêmement difficile, toujours à base de technique et de séances très très longues. Il y a des phases de combat, le randori en judo, qui là aussi sont très très longues. Il est très courant de voir des entraînements qui font 3 heures, vous faites 3 heures de combat, vous enchaînez 25, 26, peut-être 30 combats dans l'après-midi. Kendo est beaucoup moins prisé, le sport qui plaît au Japon, parce que c'est encore plus historique que le judo, qui a droit à des répétitions télé. Le sumo, dans la catégorie des arts martiaux, c'est intouchable, c'est le numéro 1. Ce sont des tournois qui s'étalent sur 15 jours, avec des combats toute la journée, du matin jusqu'au soir. Et les grands champions, même s'ils ne sont pas japonais en ce moment, les grands champions du sumo sont mongols.
les Japonais n'arriveront pas à se hisser parmi les premiers rangs. C'est ce qui déchaîne l'engouement des médias et des supporters. Le sumo reste très important, mais encore loin du sport numéro 1 au Japon, qui est le baseball. Alors le sumo, ça s'étale sur toute l'année, et il y a la compétition d'hiver, il y a la compétition d'été, la compétition d'automne, ça marche par saison. Voilà. C'est très pratiqué le karaté, la base aussi est japonaise. Le seul problème que je vois au karaté, c'est son côté compétition. Autour des Jeux Olympiques de Londres, le judo japonais est tombé dans plein de scandales. Voilà, ça s'est très mal passé pour les instances. On a appris que des entraîneurs ont frappé leurs athlètes de l'équipe nationale à coups de bâton. Il y a eu un enfant qui est mort frappé par son professeur de judo. On a appris qu'il y avait des malversations financières à la Fédération japonaise de judo. Donc ça a jeté un gros discrédit sur le judo qui est en train de remonter la pente au Japon. C'est à moi de remercier Morgane Maury de nous avoir un peu accordé de son temps pour cette interview. Nous espérons le voir prochainement au collège pour lui parler à notre retour de notre expérience au pays des sushis. Restons au Japon. Nous allons maintenant ouvrir le volet culturel japonais. Parlons d'un sujet dont les ados du monde entier raffolent, les mangas. Recevons Océane. Konnichiwa. 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 Le dessin sur bande de papier est l'ancêtre du manga actuel. Il a été créé entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. D'après les Japonais, Osamu Tezuka est le dieu des mangas, dessinateur d'Astro Boy et le roi Léo qui a inspiré Walt Disney pour concevoir le roi Lion qui deviendra un grand succès. Le peintre-sculpteur Okuzai est le précurseur des mangas au milieu du XIXe siècle. Ses livres sont caractérisés en noir et blanc. Les traits qui accentuent les mangas sont très prononcés. Les exagérations des sentiments sont plus accentuées que dans les bandes dessinées. Ils contiennent plus d'images que de textes. Il existe plusieurs types de mangas pour les filles, shoujo pour les garçons, shonen et pour les adultes, seinen. Les Japonais se sont servis des mangas pour faire de la propagande contre les Chinois durant la Seconde Guerre mondiale. Les premiers mangas sont apparus en France dans les années 1980 et ont connu un succès qui ne s'est plus démenti. Et oui Alexis, toi qui es un otaku et qui nous écoutes depuis la France, sache que nous avons quelques mangas dans nos valises qui te sont destinés. Merci Océane pour ce sujet très éclairant sur les mangas. Merci. Voici notre pause musicale de l'émission. C'est un tube enregistré au collège par les élèves de 3e sous la direction de notre magistrale professeure de musique, Madame Danielle, que nous saluons chaleureusement. La musique a été composée par son mari. On a presque pu la faire en direct. Hein. Tout le monde a chanté là dans le groupe là. Ouais. Ah non, moi je sais pas, c'est Daniel qui s'en est chargé. Je mets la pression à Pandaman. Jusqu'à présent, zéro défaut. Hein. Les enchaînements, c'est très bien. Chacun à sa place. Donc là,
Ah, mais c'est très bien. C'est comme ça, on s'en passe. C'était Niwataseba, composé à partir d'un haïku écrit par le man Sosai. À présent, recevons Océane et Giovanni qui vont vous faire découvrir les temples bouddhistes et shintoïstes qu'ils ont visités au cours de leur séjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'avez-vous vu lors de ces visites? Nous sommes allés visiter un immense temple très réputé dans le quartier de Harajuku appelé Meiji Shrine. Avant d'entrer dans un temple, il faut se purifier à l'aide d'une fontaine contenant de l'eau potable. Il faut puiser de l'eau dans une grande cuillère en bois pour la mettre dans la bouche et la recracher. Ensuite, il faut verser l'eau sur la main gauche, puis la droite, et pour finir, à nouveau sur la main gauche. L'entrée au temple est gratuite. À l'entrée de chaque temple se trouve un grand bac dans lequel on a la possibilité d'y lancer plusieurs pièces avant de faire une prière. À l'accueil du temple se trouve une boutique où pour 500 yens, ce qui est l'équivalent de 3,90 €, on peut acheter de petites plaquettes en bois vierge. Sur ces plaquettes, on peut écrire un souhait. Ensuite, il faut les accrocher parmi plein d'autres autour du seul arbre de la cour. En face de l'accueil, il y a des petits casiers contenant des papiers qui nous prédisent l'avenir sous forme de poèmes. Près des bacs où l'on lance des pièces, se trouve une autre cour différente de la principale où il n'est pas permis de prendre des photos et ni de filmer. Enfin, pour l'anecdote, lorsqu'un japonais passe sous un tori, il se sentira obligé de repasser dans le sens inverse de ce même tori. S'il sait qu'il ne repassera pas par là, alors il fait l'effort de passer sur le côté du tori. Merci pour votre témoignage. Nous vous souhaitons une bonne fin de séjour. Merci et au revoir. Merci. Coucher de soleil, ombre et lumière se mélangent, au doux ralenti. C'est le temps de ma chronique. Ma devise, il faut être réactif, attractif et créatif. Pour ma chronique spéciale édition Japon, j'ai décidé de vous parler de Shibuya. Vendredi, nous avons passé la journée dans ce quartier très animé. Ce fut mon coup de cœur de la semaine, j'ai été fascinée par cet endroit. Il faut savoir que le Shibuya Crossing est le plus grand carrefour du monde. Le matin, nous sommes arrivés sur le lieu par la sortie de métro Hachiko. On y trouve là la statue du chien du même nom qui a attendu durant 10 ans son maître à la sortie de la gare. De là, nous avions une excellente vue sur l'immense carrefour. J'ai pris beaucoup de photos et je l'ai filmé, c'était vraiment très impressionnant. Au feu vert pour les voitures, on aperçoit des milliers de personnes s'amasser sur les trottoirs. Puis, lorsque c'est leur tour, les piétons franchissent le carrefour en masse et par milliers. Cela ressemble à une fourmilière grouillante de vie. En une journée, ce sont des centaines de milliers de personnes qui traversent le célèbre croisement. Après être sortis du métro, le groupe s'est rendu au Starbucks Coffee où nous avons pu prendre un petit moment de détente tout en dégustant une nouveauté, un smoothie à base de fraises et de sakura. De ce café, nous pouvions profiter du spectacle qu'offre Shibuya Crossing de nouveau. Après cela, je suis allée avec le groupe au 109. C'est un célèbre centre commercial contenant de nombreuses boutiques de mode japonaise. J'ai évidemment beaucoup aimé. Étant une fille, j'avais envie de tout essayer. Ensuite, nous nous sommes dirigés dans un game center. Je me suis défoulée avec Océane, que vous entendrez tout à l'heure, sur un jeu de musique génial. Le quartier de Shibuya est vraiment un lieu incroyable et particulièrement dynamique. On y sent vibrer le cœur de Tokyo. Le Japon est un pays magnifique et je compte bien y retourner un jour. Félicitations Nono, tu nous as vraiment épatés. Max Radio en direct. Recevons maintenant notre invité spécial, le célèbre youtubeur Pandaman. Il est au Japon pour une année et nous fait vivre ses aventures dans ses vidéos que nous invitons à visionner. Bonjour Pandaman, je suis ravie de faire ta connaissance. J'ai regardé toutes tes vidéos. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour à vous aussi. Première question, peux-tu nous expliquer ce que tu fais au Japon?
En fait, après, je pense que vous allez vivre aussi, mais après vos études, vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à travailler à côté de 42 ans en France, ou est-ce que je vais découvrir le monde, ce qui se passe ailleurs? Et finalement, j'ai décidé d'aller voyager, et le Japon, ça a été une évidence, en fait, parce que depuis que je suis petit, je suis fan de manga, d'anime, et enfin, de toute la culture japonaise. Et ayant déjà voyagé au Japon il y a 2 ans, je trouvais ce pays extraordinaire, et j'étais obligé d'aller faire un an là-bas. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tes expériences en vidéo? Finalement, je me suis dit qu'est-ce que j'allais faire pendant un an au Japon. Donc j'ai mis des sous de côté pour pouvoir vivre un an sans travailler, au cas où si parce que sur internet on peut voir qu'on peut trouver quand même différents jobs pour gagner des sous, mais je me suis dit dans le doute on va quand même mettre des sous de côté. Et je me suis dit si je travaillais pas, qu'est-ce que finalement j'allais faire pendant un an? Et finalement je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos. J'ai toujours voulu faire un truc un peu artistique, on va dire, et les vidéos ça me semblait être pas mal, déjà pour ma famille, pour qu'ils puissent me suivre, et après je me suis dit pourquoi pas. Et justement, tu as de la famille au Japon? Non, pas du tout, personne. Je suis tout seul ici, enfin avec des amis, maintenant beaucoup d'amis, mais sinon pas de famille, non. Et tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet de ta prochaine vidéo? Franchement, même moi je sais pas encore. Les vidéos c'est un peu quelque chose que je fais comme c'est un amusement en fait, je sais jamais ce que je vais faire. Souvent, je me promène sur internet et je me dis tiens, il y a un coin sympa à aller voir. Je prends la GoPro, j'y vais, je me filme. Et quand c'est à la maison, bien sûr, c'est des sujets à travailler quand je suis tout seul devant la webcam à la maison. Mais là, pour l'instant, j'ai rien de prévu. En fait, ça se fait généralement du jour au lendemain, voire du soir au lendemain matin. D'accord. Et combien as-tu d'abonnés sur ta chaîne YouTube? Je crois 2100, quelque chose comme ça. Wow. C'est pas grand chose, mais ça me fait vraiment plaisir. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est surtout les messages en fait. Parce que je reçois, je m'attendais pas à ça, mais beaucoup de messages de personnes qui me disent de continuer, enfin que c'est pas mal, et qui me donnent des idées, des choses à faire. D'ailleurs, les vlogs, c'est quelque chose que je comptais pas faire au début, parce que je trouvais ça, je trouvais ça à la base, je trouvais ça simple et moins travaillé qu'une vidéo à la maison. Et finalement, les gens ont demandé des vlogs pour visiter justement le Japon. Et je me suis dit pourquoi pas, et je me suis pris au jeu, et finalement j'aime ça pas. Est-ce que tu connais Ichiban Japan? Oui, bien sûr, oui. Très bien, oui, on échange ensemble de temps en temps. Et c'est d'ailleurs lui aussi qui m'a donné envie de faire ces vidéos. Parce que je me suis dit pourquoi pas faire comme lui et faire découvrir aux gens ma vision à moi du Japon. Ça pourrait peut-être intéresser quelques personnes. Ouais. Merci beaucoup, nous te remercions de ton passage dans cette émission. Nous te souhaitons plein de bonnes choses et d'expériences au Japon. Merci beaucoup à vous aussi de m'avoir accueilli pour cette interview et j'espère que ce voyage au Japon vous aura plu et surtout que vous allez revenir après, pourquoi pas un an comme moi, pour y vivre. Merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle que Pandaman possède une chaîne sur YouTube dans laquelle vous trouverez de nombreuses vidéos sur son séjour au pays du soleil levant. N'hésitez pas à vous abonner. Durant notre séjour, nous avons visité un quartier extraordinaire qui n'existe qu'ici à Tokyo et nulle part ailleurs dans le monde, Akihabara. Recevons de nouveau Antoine, qui a travaillé avec Corentin et qui vont nous présenter cet étonnant quartier tokyoïte. Bonjour Antoine. Bonjour Nolwenn. Hier, le groupe de DB3 est allé dans le quartier de Akihabara où ils ont eu l'occasion de découvrir Electronic Town. Ce quartier très animé comporte une grande avenue. Il y a des game centers, des boutiques et quelques restaurants. Des cosplayers qui sont déguisés en personnages de manga se baladent. Des danseuses et des chanteuses font leur show sur scène. Dans les boutiques, il y a des figurines, des mangas, des jeux vidéo. Dans les game centers, il y a des peluches à attraper et surtout de nombreux jeux variés. Dans l'avenue, les immeubles sont parés d'écrans géants et d'enseignes lumineuses énormes. Le niveau sonore est très élevé avec des marchands qui crient et des écrans géants qui diffusent des publicités et des clips vidéo. Beaucoup de personnes se promènent sur l'avenue. L'après-midi, le groupe est entré dans une boutique Book Off, comportant 8 étages réservés uniquement à l'un des patrimoines culturels du Japon, les mangas. Les élèves ont apprécié ce quartier. Ils ont été impressionnés et surpris par la grandeur de cette avenue, mais aussi par les prix des objets qui étaient très bas. En tout cas, cette visite aura émerveillé nos otaku, autrement dit, nos fans de jeux vidéo et de mangas, qui ont eu des étoiles plein les yeux. Ça a été une expérience formidable. Ce quartier porte bien son nom, Electronic Town. En tant que otaku confirmé, j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Merci Antoine d'être intervenu dans notre émission. Je te souhaite de revenir un jour dans ce quartier fabuleux. Merci et au revoir.
Max Radio en direct de Tokyo. Les sakura pas encore fleuris. Nous sommes en début d'après-midi. Tous les ados sont au micro. Kimono, mangaka et manga, vie de l'homme, pays sur le vent, ici Tokyo, à vous les studios. Voici venu le temps de la blague à Coco. Il va tenter de nous faire rire. On lui souhaite de ne pas faire un vide. Et oui, donc mon défi aujourd'hui, ça va être de vous faire rire. J'ai dû chercher des blagues sur le Japon. J'en ai pas trop trouvé, mais j'espère que ça vous fera rire. Donc, allez, on commence. J'en ai 4. Allez, alors. Quel est l'art martial le plus désaltérant au Japon? Je ne sais pas. Le judo. Allez, oui. Ça y est, ça arrive. Je me demande si c'était pas de l'ironie. Pourquoi les Japonais stressent-ils? Aucune idée. Parce qu'ils ont trop de sushis. Bravo. Quelle lettre peut faire mal quand elle est mal faite? Toujours pas. Le karaté. Pas mal, pas mal. Et la dernière? Ouais, enfin ma dernière. Pourquoi l'électricité est-elle très bonne en karaté? Parce qu'elle connaît plein de prises. Excellent, bravo Corentin. Grand petit gargouille, il ne dit rien du tout, il gargouille c'est tout. Après ce moment de détente que Corentin nous a proposé, découvrons le sujet que Catherine a réalisé pour vous. Remontons le temps et intéressons-nous à un événement marquant de l'histoire contemporaine, le bombardement d'Hiroshima durant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Catherine. Bonjour. Dans la nuit de vendredi à samedi, nous avons voyagé dans un bus couchette pour nous rendre à Hiroshima, situé au sud-ouest du Japon, à 13 heures de Tokyo. Au milieu de la ville se dresse le Dôme, l'un des seuls bâtiments encore debout qui a reçu l'impact de la bombe atomique le 6 août 1945 qui a détruit entièrement la ville d'Hiroshima, sauf les parties derrière les montagnes. Elle porte encore cette blessure et rappelle que cela ne devrait plus se reproduire, avec les mémorials comme celui de Sadako Sasaki, victime de la bombe et des radiations, mais aussi par un musée parfaitement aligné avec le dôme et la flamme éternelle qui brûle pour que jamais plus une catastrophe d'une telle ampleur arrive de nouveau. Dans ce musée, on y trouve une maquette de l'impact de la bombe A et les conséquences que cela a engendrées à cet instant précis. On peut voir des objets différents ainsi que l'histoire de leurs propriétaires, ce qu'ils faisaient à ce moment, leurs âges, les circonstances dans lesquelles on les a retrouvés et la date exacte de leur mort. D'ailleurs, on peut remarquer que la plupart des propriétaires des objets appartiennent à de jeunes enfants. Le plus petit était âgé de 3 ans. Ces histoires sont vraiment poignantes et affreuses. On peut voir des escaliers d'un bâtiment de l'époque et dessus une partie plus sombre. Cette ombre sur le sol est tout ce qu'il reste d'une personne qui a été totalement calcinée par la bombe. Plein d'autres vestiges sont exposés ainsi que de nombreux témoignages déchirants de personnes ayant vécu cette catastrophe. J'avais les larmes aux yeux. Enfin, on peut y observer quelques-unes des grues pliées des mains de Sadako Sasaki. On se demande tous comment une telle arme a pu être inventée, comment des êtres vivants ont pu envoyer une arme aussi dangereuse sur leurs semblables. Tristesse, colère, mais aussi à la fin, courage et espoir sont les sentiments qui décrivent le mieux ce que nous a fait vivre cette ville. Nous te remercions pour ce sujet touchant et nous espérons que jamais plus une telle catastrophe ne se reproduira. Max Radio en direct de Tokyo. Les sakura pas encore fleuris. Nous sommes en début d'après-midi. Tous les ados sont au micro. Kimono, Fukaka et manga, vie de l'homme, pays sur le vent, ici Tokyo, à vous les studios. C'est déjà presque la fin de l'émission. Notre sujet suivant sera un sujet insolite. Océane et Angel sont allés découvrir un éco-bar qui est un bar à chat. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Angel et moi sommes allés à un éco-bar dans le quartier de Shibuya à Tokyo. En français, l'éco-bar veut dire bar à chat. Malheureusement, une fois arrivés sur place, 2 employés de ce bar spécial ne nous ont pas accueillis chaleureusement. Au départ, elles demandent de quitter les chaussures afin de les échanger contre des chaussons. Ensuite, elles expliquent les règles strictes de ce bar à chat.
Dans ce bar, personne n'autorisait à approcher les chats ni à les porter sans la volonté des félins. Beaucoup de règles d'hygiène sont obligatoires puisque les salariés de ce lieu étonnant mettent les bagages dans des sacs et demandent aux visiteurs de se laver les mains avec du savon antibactérien. Une fois entrés dans la pièce principale, les personnes étrangères s'assoient sur des canapés non réservés puisqu'il y en a qui le sont. Il faut alors attendre un éventuel contact avec les félins. Le personnel donne aussi des jouets pour chats afin de faciliter le contact avec eux. Il est possible d'acheter de la nourriture pour chats pour qu'ils s'approchent des inconnus. Celle-ci est assez chère, les doses étant très petites. Le tarif pour entrer au bar est de 1640 yens par personne pour une heure, ce qui est équivalent à 13 euros. C'est un peu cher pour toucher des chats. Malgré le mauvais accueil de la gérante, nous avons découvert un lieu étonnant. Les chats étaient très beaux et il y en avait de toutes sortes, de différentes couleurs et de différentes races. La plupart des chats jouaient ensemble et d'autres se bagarraient. Lors de notre visite, M. Villemain, qui était installé à un des angles du canapé, a failli se recevoir un chat sur la tête, alors que celui-ci en poursuivait un autre. Est-ce que vous savez si ce genre de bar existe en France? Oui, j'ai entendu dire qu'il en existait un à Paris, mais c'est encore quelque chose d'exceptionnel en France. Merci de votre visite. Au revoir. Au revoir. L'équipe du store conclut à l'après-midi. Bientôt c'est fini. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nos deux prochaines invités, Charlotte et Océane, nous ont concocté une carte postale sonore. Nous vous souhaitons un bon dépaysement. Lundi 4 juillet, départ pour le Japon. Direction Istanbul. L'escale a été très longue. Le deuxième vol a été interminable et moins confortable que le premier. Mardi 19h30, comme pas sur le sol japonais. Les yeux étaient fatigués, mais le sourire montrait notre envie. Arrivé à l'auberge, une bonne douche s'imposait. Mercredi, visite de la mairie de Tokyo dans son 45e étage. La vue a été vraiment impressionnante. J'ai beaucoup aimé, moi qui garde encore au début, c'était magnifique, on a fait une magnifique vue gigantesque. Le jingle, M. Villemain, il rentre s'installer. Tu les présentes aussi les artistes ils font leur petit truc. Et quand tu reprends la parole, tu fais signe de prendre la boîte tapis. Salade reposante au parti de vie. Les temples et des pays nous y attendaient. Vraiment calme, pas de monde qui parle, et c'est très spirituel, c'est vraiment magnifique. Franchement, je trouve ça c'est assez impressionnant quand même. Ouais, tu leur redonneras la parole. Oui, oui, je les remercierai, je leur redonne la parole. Je leur donne la parole. Ça, là, vous savez que toi, tu me redonnes la parole. Moi, c'est fini. C'était vraiment délicieux. En 2 heures, cette rue a tout faire de notre achat. Sans répétition. Grand partir du monde et devant nous. Une demi. Des millions de personnes traversent le gigantesque et poussent ce matin. Puis, une glace au stade de côté nous a été offerte par la Station. Une sorte le piège, c'est parce qu'on a été bon pendant 40 minutes, on est déconcentré au moment. Il reste 5 bonnes minutes. Et direct, on les le patron avait imposé beaucoup trop de règles. Les chats étaient vraiment mignons, mais n'étaient pas à notre disposition. Pendant que Charlotte était au bar à chat, notre groupe est allé au Game Center. T'as même pas le retravaillé vers le podcast. Là, t'as un geste direct. Juste que je normalise, il enregistre assez bas, il y a toujours une petite saturation avec les autres. C'est ça qui change, c'est vachement meilleur disponible. Le soir, direction Hiroshima en bus pochette pendant 12 heures. Même si le temps n'était pas favorable, la visite du musée a été très émouvante. De nouveau 12 heures de bus pour revenir à Tokyo. Dimanche, arrivé au quartier électronique Akihabara en japonais. 2 heures en autonomie durant lesquelles nous avons dépensé nos derniers yens en jeux vidéo et en manga.
30 secondes. 100%. J'ai été vraiment impressionnée parce que pour un premier voyage, cela a été exceptionnel. Pour moi, ce fut une chance inouïe. Salut Nora, ce soir. Salut Nora, Océane. Bonjour les filles. Racontez-nous comment vous avez réalisé cette carte postale sonore. Bonjour Nolwenn. Tout d'abord, je tiens à remercier Eric Bonneau de nous avoir aidé à réaliser cette carte postale. Chaque jour, on a enregistré des sons différents. Chaque coin de rue a son propre son, ce qui est vraiment impressionnant quand même. Moi aussi, je tiens à remercier Eric Bonneau pour l'aide qu'il nous a apportée pour ce grand projet, surtout pour la carte postale. Et on a eu beaucoup de chance qu'il soit avec nous. Nous avons monté tous les sons à l'auberge et il nous a beaucoup aidé. Et ces sons qu'on a enregistrés, ce n'était vraiment pas difficile puisque à Tokyo, il y a plein de sons différents. Merci de votre visite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Max Radio en direct de Tokyo. Les Sakura plantent en Floride. Nous sommes en début d'après-midi. Tous les ados sont au micro. Kimono, Bata et Manga, les albums et sur le vent, ici Tokyo, à vous les studios. Attention, à présent, deux invités inattendus mais exceptionnels. Nous recevons Monsieur Villemain, qui est le porteur de ce projet incroyable du Japon, et sa fille Inès. Bonjour à vous deux. Bonjour Nolwenn, bonjour Corentin. Bonjour. En tout cas, merci de me laisser un peu la parole dans votre émission, parce que c'est l'émission des élèves avant tout. Mais j'avais envie quand même d'avoir l'avis de ma fille, qui a été une invitée de dernière minute, qui n'était pas du tout prévue au départ. Et j'avais envie d'avoir son avis sur la nourriture au Japon, elle qui adore ça. Alors Inès, est-ce que tu peux en dire plus à nos auditeurs sur la nourriture au Japon? Elle est très différente de celle qu'on a en France et elle est aussi très variée. Alors, quand tu dis elle est variée, c'est-à-dire on va retrouver quoi dans cette alimentation? Alors, on va retrouver beaucoup de riz et de nouilles, donc avec les soba, udon et les ramen. Aussi beaucoup de poissons crus, donc avec beaucoup de poissons comme le thon, le saumon et le poulpe par exemple aussi. Ah, le poulpe, alors j'imagine qu'il y en a certains qui doivent être un petit peu rebutés, non, par le poulpe? Oui, il y a certains élèves qui n'ont par exemple pas du tout aimé la nourriture japonaise. Donc c'est vraiment par goût, il y en a ou qui aiment beaucoup ou pas du tout. Donc c'est très tranché, quoi. Oui. Ouais. Bon, alors est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de choses qui, pour des Européens, sont un petit peu repoussantes? Eh bien, déjà il y a les algues, donc c'est gluant, c'est vert. Ça peut... Effectivement, oui. Rien que l'aspect, ça dégoûte un petit peu, mais après, ça va. Je crois avoir entendu parler de boules de riz gluant aussi, non? Ça existe, ça? Oui, et à l'intérieur, donc à chaque fois on ouvre et il y a toujours quelque chose. Donc en général, c'est des haricots rouges, donc ça peut surprendre. D'accord, on n'a pas l'habitude, effectivement. Bien, merci pour ces précisions. De rien. Bien, moi je vais un petit peu clôturer l'émission avant de redonner la parole à Nolwenn et Corentin en lançant quelques remerciements. Nous avons bien sûr à remercier très chaleureusement la DEFA qui est notre partenaire financier principal. On a également le Secours Populaire qui nous est venu en aide, et on les remercie. Au niveau du rectorat de Bordeaux, on a le service de la dame qui nous a fourni du matériel, et puis bien sûr le CLEMI Aquitaine qui nous a permis d'avoir avec nous le spécialiste radio de toute la région, Eric Bonneau. Et enfin, un dernier remerciement au niveau technique, Espace Clavier de Bordeaux nous a prêté la table de mixage qui est un vrai petit bijou et qui, dans la valise, n'a pas pesé trop lourd. Eh bien écoutez, nos deux magnifiques animateurs, là je rends la parole, je vous félicite, je félicite tous les élèves de ce projet qui ont magnifiquement réalisé leur sujet dans Tokyo et qui ont, à l'Institut français, là où on est, ont mis en place rapidement le studio et ont pris en main les choses d'une manière magistrale. Bravo à tous. Notre émission est terminée. Nous envoyons plein de bisous à Laura qui nous écoute si elle ne dort pas. Merci de nous avoir écoutés et nous espérons que cela vous aura intéressé.
Nous souhaitons remercier nos partenaires dans cette aventure formidable, la DEFA principalement, la DEFA Dordogne pour ses visites d'exploitation agricole qui nous ont permis de réaliser certains de nos projets. Un clin d'œil particulier à notre très cher parrain Morgan Maury qui ne manquera pas d'analyser d'un œil expert notre émission. Merci à Pandaman pour son intervention en direct dans notre émission. Nous te souhaitons une bonne fin de séjour au Japon. Félicitations aux élèves de DP3 pour le travail réalisé au cours de cette aventure. Nous remercions bien sûr nos parents de nous avoir permis de vivre cette aventure incroyable. Et surtout, nos génialissimes professeurs, Madame Daniel, Monsieur Bricheux, Monsieur Trochu, Monsieur Bono, excusez-moi, et particulièrement Monsieur Villemin, le moteur de ce projet. Tout ceci, c'est grâce à vous. Merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale diffusée depuis l'Institut français de Tokyo. Au revoir. Ah, c'est fini. 45 minutes. Ouais. Bravo. Bonne émission. Projet Mali, il n'y a pas eu d'agro. C'est bien parce que l'émission on les répète 2 ou 3 fois, tu vois. Et là, il a fait une production avant que ça arrive. À la limite, avec des autres, on va faire un blog. Il y a déjà des expériences. On voit les TV, ils sont mieux. Avec la technique aujourd'hui, c'est facile. Toi, t'as quoi, une GoPro? Merci les gars, je suis en vlog, à la maison, j'ai un... Ouais, laissez-moi Ah oui, comme ça, mais...